afternoon and evening to all. Bonjour à toutes et à tous. My name is Antonella Lavlanet, and I'm a Je m'appelle Antonella Lavlanet within the Prevention of Unsafe Abortion Unit in the et Department je of travaille à l'Organisation mondiale de la santé, and à the World l'unité Health de Organization, prévention des or avortements WHO. non I'm sécurisés. joined here today by Fiona DeLandres. Aujourd'hui, Fiona DeLandres m'a rejointe et elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Fiona DeLandres. Je suis professeure d'études juridiques à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni et je travaille sur les recommandations de politique et juridique. Okay. Fiona, if I can ask you to start sharing. Fiona, vous pouvez commencer à partager Great, vos thank you so diapos. much. Merci, c'est bon. We are very excited to have you join us here today. Nous sommes très heureux que vous nous assistiez à ce webinaire sur les aspects juridiques et politiques. Nous avons récemment diffusé les lignes directrices sur les soins liés à l'avortement de l'OMS. Il est important de savoir qu'il y a beaucoup de mesures à prendre au niveau juridique des systèmes de santé, de façon que quiconque a besoin d'un avortement puisse obtenir des soins liés à l'avortement complet. Il y a donc des législations liées à avant l'avortement, pendant l'avortement et aux soins post-avortement. Sachez qu'il y a une interprétation en français. Prenez le globe en bas de votre écran et cliquez sur la langue que vous souhaitez. Nous demandons aux intervenants de parler lentement afin que les interprètes aient le temps de vous rattraper. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons passer en revue plusieurs lois et nous allons également étudier en profondeur les réglementations sur l'avortement et sur les prestations de soins liées à l'avortement. À mesure que ces recommandations sont présentées, nous ouvrirons les questions-réponses. Vous pourrez poser des questions. Dans tous les cas, nous vous demandons de taper vos questions dans la fonction questions-réponses afin que nous puissions continuer, que nous puissions lire toutes les questions et y répondre. Ce webinaire est enregistré et distribué à toutes les personnes qui se sont inscrites. Vous pourrez également le retrouver en ligne. Sur cette note, nous allons donc commencer. Diapo suivante. Comme bon nombre parmi vous le savent, l'OMS utilise les lignes directrices pour ses recommandations. En mars de cette année, l'OMS a émis ces nouvelles lignes directrices et l'objectif de ces lignes directrices vise à présenter toutes les meilleures pratiques liées aux soins liés à l'avortement. Des recommandations précédentes ont été intégrées à ce document et de nouvelles recommandations ont été incluses. Ces lignes directrices sont le résultat d'un processus de développement qui a eu lieu entre 2018 et 2021, auquel ont participé des membres de notre personnel, des bureaux régionaux, ainsi que des experts qui ont contribué à tout ceci, des experts de renommée internationale dans les systèmes de santé
qualité en matière juridique, droit de la personne, ont participé. Hormis la qualité des données factuelles, il y a eu on a étudié les questions, on a fait une analyse coût-bénéfice ainsi que on a étudié également la qualité des soins et d'autres considérations, notamment financières. Le groupe qui a élaboré les dernières lignes directrices a donc pu faire une proposition. Ces lignes directrices sont axées sur différents pris en compte les différents aspects, notamment le parcours de soins en matière d'avortement, et nous nous sommes axés pour ça sur le comment, c'est-à-dire les modèles de prestation de services, le où, les lieux où ces services peuvent être fournis, le quoi sur les interventions qui sont nécessaires et le qui, à savoir comment, où doivent s'orienter les personnes pour avoir un avortement en toute sécurité. Donc, nous avons également jugé qu'il était indispensable de créer un environnement favorable dans le respect des droits de la personne, que la disponibilité et l'accessibilité des informations étaient indispensables et qu'il devait exister des systèmes de santé propices ainsi qu'un cadre propice à l'établissement de lois et de politiques. Voici donc les grands principes qui sous-tendent cette ligne directrice. L'avortement est une intervention sûre, efficace et non complexe en matière de santé. Mais il peut être nécessaire, selon les pays, de réorienter la fourniture de l'avortement. Mais nous, l'OMS a décidé que l'avortement devait faire partie de la liste des services de santé essentiels. Et la réception retardée de soins d'avortement peut présenter d'autres risques. Et en fait, l'accès aux interventions médicales pour les femmes et le non-accès, dans la plupart des cas, touche les femmes qui sont en difficulté financière ou qui sont dans des milieux défavorisés. Et donc, il y a un certain nombre de droits des femmes et des filles qui sont très importants. Il y a donc un certain nombre de critères qui sont nécessaires pour qu'un avortement puisse être sécurisé sur le plan technique et politique. Nous avons identifié des obstacles juridiques et politiques à l'avortement. Dans ces lignes directrices, nous avons étudié des impacts sanitaires et non sanitaires, ainsi que 3 autres thématiques qui se trouvent sur la droite: la criminalisation, les motifs et les limites de gestation, comme s'il s'agissait d'interventions indépendantes les unes des autres. Nous avons également étudié les possibilités de relations négatives avec la jouissance de ces droits de la personne, notamment en ce qui concerne la protection des droits des personnes. Et donc, je discuterai chaque recommandation indépendamment. Il est important de savoir
que la prise de décision positive pour créer un environnement propice à l'avortement, sécurisé, il est nécessaire d'avoir une approche globale, non seulement juridique, mais également sur les liés au système de santé, de façon que quiconque a besoin d'un avortement puisse avoir accès à des soins d'avortement complets. Ces soins doivent promouvoir l'égalité et la non-discrimination et doit respecter, protéger et accorder la protection des droits de la personne, surtout en ce qui concerne les populations marginalisées. Alors, quel type d'impact avons-nous examiné? Voici quelques exemples. Il y a les coûts d'opportunité, les coûts de système, les reports de l'abortion, les avortements autogérés, le stigmatisme et un impact disproportionné. Nous avons ici des résultats qui ont été plus spécifiques pour les interventions. Par exemple, au niveau de la criminalisation, le système de justice pénale, le harcèlement, les opérations et la disponibilité de prestataires formés, la signalisation d'avortements illicites. Un grand nombre de ces éléments ont été identifiés comme des résultats possibles après un processus de cartographie juridique incluant un parcours, un balayage rapide de la situation en examinant les effets des interventions et des modèles de causalité pour identifier d'autres recherches qui n'ont pas toujours un effet et peuvent être affectées ou attribuées à autre chose. Avant que je passe aux recommandations, j'aimerais donner la parole à Fiona. Merci, Antonella. J'aimerais simplement signaler que nous nous concentrons aujourd'hui au niveau de ces 3 webinaires sur la deuxième série de recommandations que nous évoquons, à savoir le contexte réglementaire pour la dispensation et la gestion des avortements, les lois et politiques. Cette recommandation a pour objet de s'assurer que les soins fournis sont corrects. Il est donc important que nous voyions ces 7 recommandations comme étant intrinsèquement liées et comme concernant la conception du cadre réglementaire au lieu de les regarder comme une série de règles sur ce que les prestataires individuels doivent faire dans un cas concret, quel qu'il soit, sans oublier bien sûr que les considérations ordinaires, des jugements de la pertinence continue à s'appliquer. Comme Antonella l'a déjà dit, le soutien de la loi et de la politique n'est qu'une partie de l'environnement pour les soins relatifs à l'avortement qui soit de qualité. Je vais donc essayer de vous donner une idée des données factuelles qui sous-tendent ces recommandations du point de vue de l'étude sur les droits humains internationaux, le total étant disponible dans les documents complémentaires qui accompagnent les directives, car nos recommandations sont fondées sur ces données factuelles intégrées en rassemblant les données des études et les normes applicables en matière de droits de la personne. Antonella, je vous remercie. Diapositive suivante. Je vais donc me concentrer, si vous le voulez bien, sur ce que l'on appelle la section de la régulation de l'avortement. Dans ce contexte, nous couvrons la criminalisation, les approches qui sont fondées sur des opinions et des raisonnements et les limites à l'âge de gestation. L'avortement est réglementé dans le contexte de la loi pénale de différentes manières et à différents niveaux et au niveau du droit des soins médicaux. Cela reste quelque chose de pénalisé dans la plupart et donc de puni dans la plupart des pays. Nous voulons veiller à ce que les gens puissent avoir accès à l'avortement en leur donnant les services d'information nécessaires. Dans certains pays, même la distribution d'informations
information est considérée comme une infraction au pénal. Donc, la dépénalisation de l'avortement est essentielle. La dépénalisation signifie que l'avortement soit exclu de toutes les lois pénales, que l'on n'applique pas d'autres crimes tels que le meurtre ou l'homicide involontaire à l'avortement, s'assurer qu'il n'y a pas de pénalité au pénal pour tout intervenant dans le processus, à savoir la personne enceinte et toute autre personne qui aide dans le processus, que ce soit pour fournir des informations, réaliser l'avortement, fournir un accompagnement à la personne qui fait l'objet de la procédure. La dépénalisation permettrait de s'assurer que tous ceux qui travaillent dans ce processus ne soient pas suspectés d'un avortement illégal, y compris dans les cas d'avortement spontané. Ces actions représentent la dépénalisation de l'avortement ne rend pas les femmes, les filles ou toute autre personne enceinte vulnérables aux avortements forcés ou contraints, ces derniers constituant un assaut, une attaque, une agression sur ces interventions, car il s'agirait d'interventions non consensuelles. Je me tourne vers Fiona pour qu'elle parle de la question suivante. Pour ce qui est de l'analyse de l'impact de la dépénalisation, nous avons identifié 25 études réalisées en Australie, au Chili, au El Salvador, en Éthiopie, en Irlande du Nord, au Mexique, aux Philippines, au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie, en Uruguay et en Zambie, ainsi que leurs relations avec tous les résultats d'intérêt. Ces études ont prouvé que la criminalisation complique les efforts déployés par les femmes pour leur obtention d'avortement et accroît les coûts d'opportunité, y compris les frais de déplacement, les retards aux soins post-avortement, la tension, l'exploitation, la peur, et l'étude a également suggéré que la criminalisation est associée au recours à des avortements illicites et non sécurisés. Il y a parfois des procédures au pénal qui sont engagées contre les femmes, ce que craignent les femmes, même si les poursuites sont rares. Cet impact se fait sentir également au niveau des soins post-avortement. Pour les travailleurs du secteur de la santé, la criminalisation est associée à la moindre disponibilité de prestataires formés, un accroissement de leur charge de travail, y compris le travail pour éviter les poursuites au pénal, et un impact négatif sur les relations avec les patients, et la crainte des interventions de l'avortement et la crainte d'une pénalisation, ce qui fait que l'on hésite à fournir des soins liés à l'avortement, y compris dans certains cas, l'on est prêt à déclarer les femmes qui sont soupçonnées de chercher un avortement. Selon les études, les praticiens le feraient quelquefois pour se protéger contre toute répercussion juridique. Selon certaines études, il y aurait une association entre la dépénalisation et les coûts de système, y compris de manière indirecte, en montrant que la dépénalisation a un impact positif sur le poids de l'enfant à la naissance, la réduction de la mortalité infantile et des problèmes liés à l'avortement. Selon nos études, nous avons pu voir pourquoi l'ensemble des documents sur les droits internationaux de la personne étoffe l'impact de la dépénalisation sur un grand nombre de droits, y compris le droit à la santé, le droit à la vie privée, le droit à l'égalité et à la non-discrimination. Qui plus est, le droit international sur les droits humains permet de prendre des mesures pour réduire la mortalité et la morbidité, pour s'assurer que les femmes n'ont pas besoin d'avoir recours à des avortements illicites, ce qui sous-tend la recommandation pour une dépénalisation intégrale de l'avortement, comme l'a déjà souligné Antonella. Dans la mesure où la décriminalisation est en interaction avec beaucoup d'autres interventions réglementaires, y compris les raisons qui sont données pour refuser un avortement ou la limite des âges de gestation, il serait bon que ceci soit une fondation pour la création d'un cadre de soutien et de loi qui soit favorable aux soins liés à l'avortement.
Merci So Fiona. moving on to our Nous next passons recommendation. maintenant à notre National laws recommandation in suivante. almost all countries permit Les lois abortion nationales dans under la plupart des prescribed pays autorisent grounds les or avortements dans specific des circumstances, contextes even in qui settings where sont abortion fondés is sur les criminalized. motifs, même So s'il y a already we are criminalisation seeing de the l'avortement. connections Donc, nous voyons between déjà une recommendations. connexion The entre ces circumstances recommandations. under which Les abortion is circonstances en permitted vertu vary desquelles widely l'avortement est across different autorisé countries, changent sometimes d'un pays reflecting à clinical l'autre, indications. Examples reflétant might quelquefois la include the situation health of the clinique, pregnant woman la or fetal santé de la environment. femme enceinte, les problèmes au Some can niveau du relate to the fœtus. circumstances of Certaines conception, cumulent for les difficultés au example, niveau de la rape or conception, incest, viol, and some inceste, par relate to exemple. socioeconomic D'autres sont liées circumstances, à des circonstances such as d'ordre economic hardship. socio-économique, par In exemple les some situations countries, de abortion pauvreté. is available Dans on certains pays, request up to l'avortement a est specified disponible sur gestational demande age, which we'll talk jusqu'à un about certain shortly, âge and then de limited to gestation dont nous specific allons parler grounds dans un thereafter. instant et The est recommendation limité is au-delà. against La laws recommandation and est other contre toute regulations loi et that autres restrict abortion réglementations by qui posent grounds des and restrictions à recommends that l'avortement sur la abortion be base available on de request motifs without et que justification as l'avortement to soit reason. disponible sur Fiona, demande can you sans take qu'il us soit through the evidence? nécessaire de donner des justifications ou des explications. Fiona? Pour ce qui est de l'analyse de l'impact des approches fondées sur les motifs pour autoriser l'avortement, nous avons identifié 65 lois au Brésil, au Chili, en Colombie, en Éthiopie, au Ghana, en Iran, en Irlande, en Israël, au Mexique, au Rwanda, en Thaïlande, au Royaume-Uni, en Tanzanie, en Uruguay, en Zambie, parmi tant d'autres. Les données émanant de ces deux études suggèrent que les approches fondées sur les motifs contribuent à des reports de l'avortement, des retards, contribuent aux grossesses non souhaitées et qu'il y a une réduction de la fécondité et des coûts d'opportunité importants, y compris les voyages, les coûts financiers, la tension, le traumatisme, la peur, de la stigmatisation, la crainte d'être interrogé lorsqu'on cherche un avortement et devoir mener à terme une grossesse non souhaitée. Cela suggère également que les approches fondées sur les motifs sont associées au recours à des avortements non sécurisés et aux avortements qui sont pris en charge directement par les personnes. Donc, un impact négatif direct sur les femmes moins éduquées, moins nanties, les femmes qui recherchent des avortements pour des raisons de santé, notamment. Nous avons vu également que les approches fondées sur les motifs accroissent la charge de travail pour les prestataires de santé, y compris pour interpréter ou comprendre la loi, préparer la documentation, déposer des demandes de revue, mais peut avoir comme poser des problèmes pour l'accès aux services de santé et les approches fondées sur les motifs peuvent être associées à des coûts systémiques avec, par exemple, une contribution supérieure à la mortalité maternelle, les complications pour les femmes et les coûts directs imposés sur les systèmes judiciaires. Cette étude a illustré la nature problématique des approches fondées sur les motifs de trois manières. De manière spécifique, ces motifs ne couvrent pas forcément toutes les situations dans lesquelles des femmes veulent des avortements ou toutes les situations dans lesquelles le droit humanitaire international exige que l'avortement soit disponible, y compris en cas de risque pour la vie ou la santé de la personne enceinte, pour qui la poursuite de la grossesse pourrait causer des souffrances importantes, y compris le problème de viabilité du fœtus. Deuxièmement, lorsqu'il y a des motifs, il faut que quelqu'un détermine si la personne qui veut un avortement tient ces motifs. Ce processus peut créer des retards importants et des incohérences en raison de la complexité de la bureaucratie ou des désaccords entre les prestataires quant à savoir si un motif est satisfait ou non, tout en créant des opportunités pour jugement, interrogation ou vérification du fait que la femme tient ce critère. Troisièmement, ces approches exigent une interprétation des motifs donnés souvent par des praticiens du secteur médical. Ces interprétations peuvent être incohérentes, trop conservatrices
et avec une influence qui provient, par exemple, de la criminalisation continue de l'avortement au-delà des motifs autorisés. Certaines études révèlent que le viol, par exemple, est systématiquement interprété de manière de plus en plus restrictive. L'évaluation prouve que ces approches fondées sur les motifs ne devraient pas s'appliquer aux situations d'avortement lorsque l'avortement, selon le droit humain international, doit être disponible, y compris le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la vie privée, et contribue aux avortements non sécurisés et contribue à l'augmentation de la mortalité et de la morbidité maternelle et infantile, d'où la recommandation contre les approches fondées sur des motifs. Thank you so much. Je Next vous slide, please. remercie. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Grounds-based approaches are commonly Donc, accompanied by gestational ces age, approches s'accompagnent souvent d'autres critères qui Gestational age militent limits are contre time limits that restrict when a l'intérêt lawful des femmes. abortion Par may exemple, be les accessed limites by d'âge reference to the gestationnel gestational age of a pregnancy. Qui These en fait limits déterminent vary l'avancée depending on the de specific la conditions grossesse. under which abortion is permitted. Et donc, And ceci can be détermine imposed les conditions formal law, spécifiques au terme institutional desquelles policy, or personal practice l'avortement est by autorisé individual ou health non. workers. Donc, We recommend nous against laws recommandons and other que de regulations telles lois et prohibited réglementations abortion interdisant based on l'avortement en This se is a fondant sur regulatory des limites d'âge meaning we are not gestationnel speaking about when abortion should n'existent or pas. should not be provided. Ceci ne doit pas that gestational intervenir age dans la limits are décision arbitrarily de set permettre and ou de not ne pas evidence-based. autoriser l'avortement. Pregnancy can Ceci be safely est ended très les regardless of gestational grossesses age. peuvent être, Thus, il peut gestational être mis un age terme aux may grossesses be de façon relevant when sécurisée, considering methods of quel abortion que or soit its l'âge gestationnel. So now I will turn to Fiona to discuss the Donc evidence. maintenant, je vais demander à Fiona de vous parler des données factuelles. Nous avons intégré 28 études à ce sujet, des études en Autriche, au Mexique, aux États-Unis. Ces études ont montré que les limites d'âge gestationnel pouvaient retarder les avortements, notamment pour les femmes qui cherchaient à avoir des avortements au deuxième trimestre, les femmes qui arrivaient à la limite d'âge gestationnel. Ces retards peuvent se produire parce que les femmes peuvent chercher à se faire avorter parce que elles ont dépassé la limite ou parce qu'elles ont dû effectuer plusieurs visites avant de trouver un prestataire acceptant d'effectuer l'avortement. Et également, il peut être difficile de trouver un prestataire acceptant de procéder à l'avortement. Donc, ceci peut rendre la vie des femmes plus difficile et les contraindre à mener leur grossesse à terme parce qu'elles n'ont pas trouvé de prestataire ou parce que le délai est dépassé. Ainsi, on sait que des coûts financiers et en matière d'éducation peuvent être supportés par ces femmes pendant de nombreuses années. Il est important de remarquer que certaines études incluses montrent que les limites d'âge gestationnel peuvent impacter sur des catégories particulières, notamment les adolescentes, des femmes handicapées ou des personnes ayant un niveau de revenu ou d'instruction plus faible. Et par ailleurs, les conséquences peuvent être liées à la mortalité maternelle. Ainsi, il est nécessaire que les États prennent des mesures pour réduire le caractère illégal des avortements dans tous les cas, que la vie ou la santé de la femme soit menacée ou que toutes ces obligations s'applique quel que soit l'âge gestationnel. Il est donc clair que limiter les possibilités des femmes qui cherchent à se faire avorter ne doivent
ne doit pas être fonction de l'âge gestationnel qui, de façon arbitraire, influe sur leur est une atteinte à leur intimité. Et donc, ce sont là des interventions réglementaires qui vont contre l'intérêt des femmes. Avant de poursuivre, je voudrais vous inclure un lien qui vous permet d'accéder au cadre de décision qui vont davantage dans le détail sur les points dont parle Fiona. Maintenant, nous allons passer aux recommandations avant l'avortement. Je vais donc m'axer sur les périodes d'attente obligatoires, sur les délais d'attente obligatoires, les autorisations de tiers, les restrictions concernant les prestataires et l'objection de conscience. Dans de nombreux pays, les femmes se voient imposer des délais d'attente obligatoires selon la loi ou la réglementation. Et parfois, ce sont les établissements qui les imposent également. Notamment lors de la première demande d'avortement, la première consultation du conseil psychologique, par exemple. Les délais d'attente peuvent également varier, ainsi que l'âge gestationnel. Nous recommandons donc, nous déconseillons des délais d'attente obligatoires pour les avortements. Donc, en ce qui concerne cette intervention, nous avons étudié 33 études effectuées aux États-Unis d'Amérique. Elles ont montré que les délais d'attente obligatoires retardaient les avortements et d'autant plus si de nombreuses visites étaient nécessaires, surtout parmi les adolescentes et les femmes non blanches, que ceci entraînait des coûts d'opportunité, des charges, des déplacements qui étaient laborieux. L'étude a montré qu'il était possible d'atténuer des coûts d'opportunité avec un nombre inférieur de visites. On a senti que plus les femmes avaient besoin d'aller loin pour leur avortement, ou plus les femmes cherchant à se faire avorter étaient des femmes de couleur ou défavorisées, plus les coûts étaient élevés pour le système. Et donc, nous déconseillons l'introduction de délais d'attente obligatoires car ceux-ci pose également des problèmes pour l'obtention de contraception ultérieurement. Et nous pensons que le droit à la santé, le droit à la vie privée, à l'égalité et à la non-discrimination militent contre l'existence de ces délais d'attente obligatoires. L'autorisation d'un tiers, c'est là une obligation imposée, à savoir que quelqu'un autre que l'intéressé puisse autoriser que soit pratiqué un avortement. Ainsi, la personne a le droit d'avoir un avortement une fois qu'elle a respecté le délai d'attente obligatoire, mais également si un tiers l'autorise à accéder à l'avortement. Généralement, une autorisation supplémentaire est demandée d'un parent, d'un partenaire, d'une autorité de santé ou autre. Ces impératifs sont en vigueur, que la personne cherche à mettre un terme à l'avortement ou non, que cette personne ait la capacité d'obtenir un avortement ou non. À savoir, ceci montre que pour les mineurs, le mineur n'a plus le droit à la décision. Nous recommandons
que l'avortement soit disponible à la demande de la femme, de la jeune fille ou de l'autre personne, sans l'autorisation de quiconque, de quelque organisme que ce soit ou institution que ce soit. Nous savons que l'implication de parents et de partenaires dans la prise de décision doit faire partie du choix de la principale intéressée et non pas être imposée par des impératifs liés à des tiers. Nous avons donc utilisé 39 études aux États-Unis et à Hong Kong, en Tunisie et en Turquie. 23 ont étudié la question de l'intervention parentale. On n'a pas parlé de l'implication des parents, mais dans la plupart des pays, la participation des parents était importante. On a donc étudié également l'impact de la dérogation judiciaire pour que la personne puisse avoir un avortement. Les impératifs d'autorisation parentale ont été étudiés, ainsi que le consentement par rapport au tiers. Donc, ceci a donc été entraîné des retards d'avortement, des coûts d'opportunité et l'anticipation par les personnes cherchant à se faire avorter à des perspectives de violence, des obligations de mener la grossesse à terme et autres. Alors que lorsque une autorisation judiciaire a été obtenue et que la mineure pouvait aller par devant un tribunal faire accepter son souhait, ont également mené à des retards judiciaires et des problèmes de stress. Nous avons constaté que ceci nuisait aux droits de la personne, car la législation internationale sur les droits de la personne ont identifié que ce genre d'interférence ne doit pas intervenir dans la décision d'avoir un avortement, même si les États ne doivent pas restreindre l'accès aux soins de santé d'une personne sous prétexte qu'il faut l'autorisation d'un tiers, parent, partenaire, mari ou autre. Par ailleurs, les États doivent reconnaître la capacité et l'aptitude des mineurs jeunes de prendre des décisions concernant la poursuite de leur avortement. Et donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il ne faut pas l'autorisation d'un tiers. Il y a également dans divers pays des restrictions sur qui a le droit de pratiquer l'avortement. Donc, la plupart des avortements ne nécessitent plus l'intervention d'un spécialiste ou d'une personne particulièrement compétente. Tout particulièrement, nous avons établi qu'une gamme plus large d'agents de santé pouvait effectuer des avortements et que dans des situations où les agents de santé n'étaient pas très nombreux, ceci pourrait permettre de renforcer l'équité et la disponibilité de ces soins de santé, y compris d'avortement, pour les personnes qui en ont besoin. Nous déconseillons vivement l'existence de réglementation concernant qui peut fournir ou gérer des services d'avortement. En ce qui concerne les restrictions pour les fournisseurs, nous avons identifié 7 études en Australie, en Éthiopie, au Népal, aux États-Unis, entre autres.
Ce genre de restriction est associé au retard en matière d'avortement et à des coûts financiers et bien sûr limite l'autoprise en charge de l'avortement. Ceci également mène à un accroissement de la charge de travail et donc la législation internationale sur les droits de la personne dispose que la disponibilité et l'accessibilité des soins d'avortement sont nécessaires pour permettre la jouissance de tout un ensemble de droits, notamment à l'intimité et de la personne. Et donc, il est nécessaire que la disponibilité, l'avortement doit être disponible et les États doivent veiller à ce que les établissements de santé soient disponibles, acceptables, de qualité et accessibles. Or, les limitations imposées, donc nous sommes contre des restrictions imposées aux fournisseurs qui vont à l'encontre de notre ligne directrice. Les objections de conscience ou les refus de conscience sont les cas où nous avons des prestataires de services qui refusent de fournir des avortements sur la base de leurs opinions et de leurs croyances personnelles. Dans certains pays, ceci est réglementé de manière expresse dans le cadre des contrats d'emploi, notamment l'OMS dit que les services de santé doivent être organisés de manière à s'assurer qu'un exercice efficace de la liberté de l'exercice de la liberté de conscience des prestataires, d'une part, n'empêche pas les patients d'avoir accès aux soins auxquels ils ont droit. Nous recommandons que l'accès et la poursuite des soins de l'avortement soient protégés contre les obstacles créés par les objections de conscience. Il est essentiel que les États veillent à une conformité aux réglementations et conçoivent leur système de santé pour s'assurer que l'accès aux services d'avortement de qualité et leur continuité soient protégés contre les objections de conscience. Fiona va nous en parler dans quelques minutes. Nous allons examiner l'impact sur notamment la qualité des soins, mais nous examinons à l'heure actuelle ce volet. Pour la discussion d'aujourd'hui, je vais demander à Fiona de nous parler de l'impact sur les objections de conscience. Pour ce qui est des objections de conscience, nous avons examiné 25 études réalisées en Australie, au Brésil, en Colombie, au Ghana, en Italie, au Mexique, au Nigeria, en Norvège, au Portugal, en Afrique du Sud, en Slovaquie, en Tunisie, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique et en Zambie. Selon cette étude, les objections de conscience sont associées à des reports ou des retards dans les avortements qui ont un impact considérable sur les femmes vivant en particulier dans les régions rurales ou isolées, où les objections de conscience sont prévalentes ou non conformes dans leur mise en application par rapport aux réglementations ou que les recommandations elles-mêmes en la matière ne sont pas suivies. Il était indiqué que l'objection de conscience est associée à des coûts d'opportunité considérables et à des coûts d'opportunité importants quant à l'incertitude des options. Des variations et fluctuations importantes existent quant à la mise en œuvre des objections de conscience qui créent un climat d'incertitude chez les personnes sollicitant un avortement en fonction pour qu'ils ne savent pas quelles options vont leur être offertes ou quels obstacles elles vont rencontrer. Selon nos études, les objecteurs de conscience essayent de fournir des informations qui ne sont pas conformes ou de fournir d'autres options et quelquefois les objecteurs de conscience s'en prévalent de manière inégale, ce qui contribue au coût d'opportunité et à l'incertitude. Certains objecteurs de conscience renvoient leurs clientes pour qu'elles n'aient pas recours à des avortements illégaux, mais selon les données factuelles, les prestataires objectifs les mettent en œuvre de manière incohérente. Un seul document a indiqué que les
les prestataires étaient prêts à faire des références vers quelqu'un d'autre. Ceci constitue un obstacle à l'obtention de l'avortement qui mine les droits humains des femmes. Ils ont de manière répétée souligné le fait que les États étaient tenus de veiller à ce que le refus d'un prestataire ne soit pas un obstacle à l'obtention de l'avortement et qu'il fallait prendre des mesures pour empêcher les objecteurs de conscience d'empêcher l'accomplissement pour les femmes de leurs droits reproductifs. Il faut voir comment les États peuvent s'assurer que les droits humains des personnes qui veulent un avortement soient respectés, même dans le contexte d'une objection de conscience, ce qui inclut l'organisation des systèmes pour veiller à ce que les prestataires soient impliqués et pour mettre en place des réglementations de l'objection de conscience afin de s'assurer qu'il y a une mise en œuvre respectée de ces règles, une conformité à ces règles, indiquant exactement qui peut faire objection à quel élément et dire qu'il faut qu'il y ait un aiguillage immédiat et pas d'exercice punitif et interdire les objections de conscience dans les cas d'urgence. Voilà qui sous-tend notre recommandation sur les objections de conscience. Merci. Nous sommes maintenant à 10 minutes avant la fin de notre réunion. Nous sommes désolés des légers retards du début. Nous aimerions voir s'il y a des questions. Nous vous demandons d'écrire ces questions dans la colonne Q&A, questions-réponses. Et nous allons pouvoir essayer d'y répondre. Nous allons essayer de répondre à quelques questions pendant ces quelques minutes, puis nous allons vous préparer aux 2 webinaires qui suivront. Donc, très rapidement, comme je l'ai déjà dit, toutes ces informations peuvent être trouvées dans notre cadre décisionnaire qui a été posté dans le chat. Nous vous remercions des observations postées concernant la stigmatisation, le travail d'autres groupes. C'est formidable. Parmi les recommandations spécifiques, celles-ci seront examinées lors de séries 2 et 3 de webinaires qui vont suivre. Et à ce moment-là, nous vous fournirons d'autres informations sur différentes méthodes utilisés par les pays pour atténuer certains de leurs cadres juridiques et politiques et comment cela a changé la situation. Nous allons donc examiner ceci de plus près demain et après-demain. Une petite note rapide pour vous signaler que nous avons fixé une recommandation d'ordre réglementaire. Il ne s'agit pas d'une recommandation qui s'applique pour déterminer si l'avortement doit être défini ou non défini. La viabilité n'est pas non plus traitée par la recommandation car il s'agit de questions de nature réglementaire. En termes de conflits particuliers, je vais donner la parole à Fiona qui va nous parler des impératifs. Nous avons une question de Joe pour savoir comment naviguer les conflits entre les besoins de consentement pour les mineurs et la recommandation impliquant les impératifs d'autorisation de tiers. Je crois que vous parlez d'une situation où la loi exige que le prestataire de soins de santé obtienne le consentement d'un parent ou l'autorisation d'un parent pour un avortement. Si tel est le cas, si la loi l'exige, la première approche consiste à essayer de plaider en faveur d'une modification de la loi. Dans la plupart des pays, la loi reconnaît qu'un adolescent peut consentir par lui-même à des services de santé, mais l'avortement et la contraception, parfois, sont des exceptions à cette disposition d'ordre général. Il est donc important d'essayer de promouvoir un changement en ce sens. J'aimerais simplement dire que dans certains pays, comme en Irlande, d'où je viens, la loi n'exige pas le consentement ou l'implication d'un des parents. Les directives élaborées par la communauté médicale impliquent la participation d'une forme d'autorité de services sociaux. Ceci n'est pas exigé par la loi du tout.
c'est un simple exemple d'un endroit où vous pouvez voir les pratiques prévalentes et vous demander si ce qui est fait de manière courante est en fait imposé par la loi. Si tel n'est pas le cas, la recommandation pourrait aider à permettre aux gens de se sentir plus à l'aise pour modifier leurs pratiques. Si c'est un impératif de la loi, bien sûr, il faut à ce moment-là plaider en faveur d'une modification de la loi. Great. Thank you. Okay. Merci. Just a couple of other comments here from the question. Rapidement, quelques autres observations. So first, just to mention that Je voulais conscientious signaler objection que will be les covered in objections full de detail conscience in seront webinar number examinées 3, lors du and we can troisième discuss webinaire ways in which we de might be manière able to détaillée. Donc, c'est tackle le that moment issue. peut-être où nous I'm pourrons just examiner looking here cette and question. some additional. Okay, and then also just some comments here. Des observations ont été également faites et postées ici. Don't see any additional questions. I'll Je ne ask vois pas my vraiment d'autres questions. colleagues here to confirm. Okay, so it looks like we're okay for the moment. Eh bien, je crois que pour le moment, tout va bien. I will ask Fiona if you could start sharing again, Je vais demander please. à Fiona de recommencer son partage d'écran. Great. Merci. Okay, so just to wrap up, next slide, Donc, please. pour conclure, The guideline, as a reminder, can je be rappelle accessed in que multiple les lignes formats, directrices digital sont format, disponibles sous in formats PDF différents, format, numérique, as well as our PDF, executive summary, et which includes la synthèse the qui inclut recommendations all in les one place. recommandations And qui these are sont toutes also rassemblées à un available endroit. in multiple C'est également languages. And the disponible links dans are here, différentes and this langues information et les will liens be sont shared. disponibles ici. Cette information vous sera Next communiquée slide, et please. partagée. Diapositive There suivante. will be several derivative products Il that y are aura being plusieurs developed. produits They're dérivés based qui on sont this en cours updated de and consolidated développement, guideline, and that fondés includes the sur operational guidance les containing details on implementation, directives the opérationnelles, la mise en œuvre evidence des brief, recommandations, les for law matériaux and policy d'information, recommendations, as well as les additional materials recommandations such et as the la updated version of documentation our clinical practice supplémentaire telles que handbook and la specific mise à tools jour for de health nos workers. brochures et les Next slide, lignes please. directrices applicables aux prestataires de services de There are santé. also other resources Il y a available aussi on d'autres abortion ressources qui care, and so sont you can come to our disponibles topic page concernant on les abortion. We soins have social liés à media l'avortement. the Global Abortion Policies Vous Database, pouvez as well as several accéder articles and à fact sheets. la page Next slide, qui, please. les And so carreaux before pour we close les today, I médias will just turn it sociaux, les back over to articles, Fiona les fiches de for données. some final Et je vais thoughts, maintenant and then I donner will la tell you parole about how à you can Fiona access pour conclure et more nous allons information. Fiona? vous dire comment obtenir davantage d'informations. Merci. Eh bien, à ce stade, nous voudrions simplement signaler que les 7 questions dont nous recommandons l'évaluation et l'étude dans ces études constituent des obstacles à l'exercice des droits humains. Quelquefois, ces barrières sont le résultat de réponses à des questions antérieures, comment les lois sont appliquées dans la pratique et pas le contenu seulement de la loi. Par exemple, les femmes, quelquefois, rejettent les demandes inutiles, par exemple l'obtention du consentement du conjoint, même si la loi ne l'exige pas, ou elles refusent les avortements, ou un prestataire de santé décide que la femme ne mérite pas l'avortement, même si sa situation tombe sous le coup des avortements autorisés. Donc, la manière dont les lois et les règlements sont appliqués limite l'accès à l'avortement. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de connaissance, de compréhension de la loi, il y a bien d'autres éléments et des habitudes qui sont plus restrictives que la loi elle-même. Lorsque nous réfléchissons à la mise en œuvre de la loi et des politiques, et nous en parlerons au cours des deux jours à venir, il faut être conscient de ce qui peut déjà être fait, ce qu'il est possible de faire dès maintenant pour se rapprocher de ces recommandations sans qu'il soit nécessaire de changer la loi et voir si ces
si les pratiques existent qui constituent des approches par trop zélées et qui pourraient être éliminées tout de suite pour soutenir uniquement le cadre juridique et politique déjà en œuvre. Et nous en parlerons davantage au cours des 2 journées à venir. Je vous remercie. Nous avons terminé le webinaire d'aujourd'hui. Nous vous invitons à tous à participer au webinaire de demain et après-demain où nous rentrerons de manière plus granulaire dans les questions évoquées par les membres de notre panel. Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous souhaitez le faire, regardez le lien dans la fenêtre de chat. Une dernière note, si le webinaire vous a plu, vous pourrez le regarder à nouveau et en faire part à d'autres. Les présentations seront fournies en format PDF et sur certains réseaux. Lorsque nous procéderons à l'examen approfondi sur les recommandations, vous pourrez poser des questions particulières sur votre engagement éventuel avec ces recommandations dans votre contexte national. Et nous nous concentrerons sur la présentation de commentaires sur ces recommandations uniquement à ce stade. Nous vous envisageons également à rester attentifs. Si vous n'êtes pas encore membre du réseau IBP, rejoignez cette plateforme mondiale, un espace numérique où vous pouvez obtenir davantage d'informations sur de nouveaux événements, de nouveaux webinaires et vous pourrez procéder à des échanges avec des participants du monde entier qui s'intéressent à différentes questions de SSR. L'inscription est gratuite. Il vous suffit de vous brancher sur le réseau IBP. Lorsque vous êtes membre, cela vous permet également de rejoindre un certain nombre de pratiques de communauté, y compris celles qui concernent les soins liés à l'avortement, et vous engager et recevoir des mises à jour sur la recherche, faire part de votre travail, poser des questions à d'autres personnes dans votre communauté. Je vous remercie de votre aimable attention. Rejoignez-nous pour les 2 autres webinaires de cette série et gardez l'œil ouvert pour les prochains webinaires sur ces questions. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.